La notification a clignoté sur l'écran de son téléphone à 22h47. S. J'ai besoin de te voir demain. C'est urgent. Mon cœur s'est arrêté. Qui était S? En 15 ans de mariage, Thomas n'avait jamais reçu de message comme celui-ci. J'ai pris l'appareil d'une main tremblante et j'ai tapé le code. Notre date de mariage. Ce que j'ai vu m'a fait remettre en question tout ce en quoi je croyais concernant ma vie. Avant de continuer cette histoire bouleversante, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires d'où vous écoutez notre histoire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 38 ans et j'habite Lyon depuis toujours. Professeur de littérature au lycée Saint-Exupéry, j'ai toujours trouvé refuge dans les mots des autres quand les miens me manquaient. Marié à Thomas Moreau depuis 15 ans, ingénieur méticuleux et homme que je croyais connaître par cœur. Nous vivions dans un appartement du 6e arrondissement, avec vue sur le Rhône et une routine bien huilée qui me rassurait. Ce soir-là, comme tous les autres, Thomas était rentré vers 19h30. Nous avions dîné en silence, lui absorbé par son téléphone, moi corrigeant des copies de mes élèves de première. Rien d'inhabituel, me disais-je. Les couples mariés depuis longtemps n'ont pas besoin de se parler constamment. Le silence peut être confortable, complice même. Mais ce silence-là était différent. Thomas semblait ailleurs, absent. Ses yeux fuyaient chez les miens quand je lui adressais la parole. Il vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes. Ce sourire en coin que je ne lui connaissais plus depuis des années, effleurant parfois ses lèvres. « Tu attends quelque chose d'important ?» lui avais-je demandé vers 21h, alors qu'il consultait son écran pour la 1e fois. « Non, juste le boulot, tu sais. Le projet de la nouvelle usine à Villeurbanne. » Mensonge. Je le savais. Après 15 ans, on apprend à déchiffrer les micro-expressions de l'autre. La façon dont sa main gauche tapotait nerveusement sur la table. Ce petit muscle qui tressautait près de son œil droit quand il mentait. Les mêmes signaux que quand il m'avait caché l'achat surprise de notre canapé ou l'organisation de mon anniversaire surprise il y a 3 ans. Mais là, c'était différent. Plus intense. Plus coupable. À 22h30, il était allé prendre sa douche. J'avais entendu l'eau couler, ses pas lourds sur le carrelage de la salle de bain. Et puis, cette maudite notification, comme un appel du destin. S. J'ai besoin de te voir demain. C'est urgent. Mes doigts ont tremblé en ouvrant la conversation. D'autres messages, plus anciens, remontaient. Des « merci pour hier », des « tu me manques », des « à quelle heure tu peux ». Tout s'effaçait du côté de Thomas, mais visible dans les réponses de cette mystérieuse S. Mon estomac s'est retourné. 15 ans de mariage. 15 ans de confiance aveugle. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires, jamais douté. J'étais cette épouse qui faisait confiance, qui respectait l'intimité de son mari, qui croyait en la solidité de leur union. J'ai continué à faire défiler. Les messages dataient de plusieurs mois. Septembre, octobre, novembre. Cela faisait donc des mois que Thomas entretenait une relation avec cette S. Plusieurs mois qu'il me mentait, qu'il rentrait à la maison et m'embrassait sur le front comme si de rien n'était. « Tu m'as tellement manqué aujourd'hui », lisais-je. « J'ai hâte de te revoir. » Les mots dansaient devant mes yeux. Ce n'était pas possible. Pas Thomas. Pas mon Thomas, qui me préparait un café au lait tous les matins depuis 15 ans, qui connaissait par cœur ma façon de plier les serviettes, qui s'endormait en me tenant la main. L'eau de la douche s'est arrêtée. J'ai rapidement remis le téléphone à sa place, mes mains moites glissant sur l'écran. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il l'entendrait. J'ai attrapé le premier livre qui traînait sur la table de chevet, L'étranger de Camus, ironiquement, et j'ai fait semblant de lire. « Tu es encore debout ?» m'a-t-il demandé en sortant de la salle de bain, une serviette autour de la taille. « Oui, je finis ce chapitre. » Il s'est approché, a déposé un baiser machinal sur ma tempe. Son parfum habituel, mélangé à l'odeur du savon. Le même geste tendre qu'il faisait chaque soir. Mais cette fois, j'ai eu envie de vomir. « Bonne nuit, ma chérie. »« Bonne nuit. » Il s'est couché, s'est tourné vers le mur comme d'habitude. En quelques minutes, sa respiration est devenue régulière. Thomas s'endormait toujours facilement. Moi, j'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube, 1000 questions se bousculant dans ma tête. Qui était cette S? Depuis quand cela durait-il? M'aimait-il encore? Avais-je fait quelque chose de mal? Étais-je devenue ennuyeuse? Prévisible? Nos 15 années de mariage n'étaient-elles qu'un mensonge? Le lendemain matin, Thomas s'est levé plus tôt que d'habitude. Il a préparé son café rapidement, a vérifié son téléphone en permanence. « Je rentre peut-être tard ce soir », m'a-t-il annoncé en enfilant sa veste.
Réunion avec les clients de Villeurbanne. Nouveau mensonge. Je le voyais dans ses yeux qui évitaient les miens, dans cette façon qu'il avait de se racler la gorge avant de mentir. D'accord. Bon courage pour ta journée. Il est parti sans m'embrasser. Pour la première fois en 15 ans. J'ai attendu d'entendre la porte de l'immeuble se refermer, puis j'ai couru à la fenêtre. Thomas marchait vers sa voiture d'un pas inhabituel, pressé, presque joyeux. Il consultait déjà son téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait changer ma vie. J'ai appelé le lycée pour me déclarer malade, j'ai pris les clés de ma Clio et j'ai décidé de découvrir qui était cette S qui bouleversait ma vie sans même le savoir. Mais je ne savais pas encore que j'étais sur le point d'entrer dans la phase la plus douloureuse de mon existence. Le lendemain matin, j'ai élaboré mon plan avec la précision d'une espionne. Thomas avait changé le code de son téléphone. Notre date de mariage avait été remplacée par quelque chose que je ne connaissais pas. Cette découverte m'avait fait l'effet d'une gifle. 15 ans d'histoire commune effacés par 4 nouveaux chiffres. J'ai décidé de le suivre. Moi, Claire Dubois, professeure de littérature respectable, j'allais espionner mon mari comme dans un mauvais polar. L'ironie ne m'échappait pas. J'enseignais Madame Bovary à mes élèves de première, et voilà que je me retrouvais dans la peau d'une épouse trompée, prête à tout pour découvrir la vérité. Thomas partait habituellement au bureau vers 8h15. Ce matin-là, j'étais déjà dans ma voiture, garée 3 rues plus loin, à 7h45. Mon cœur battait comme celui d'une adolescente à son premier rendez-vous galant, ridicule et terrifiant à la fois. Il est sorti de l'immeuble à 8h12, costume gris anthracite, mallette à la main. Tout semblait normal, terriblement normal. Il a pris sa BMW grise, celle que nous avions achetée ensemble il y a 2 ans. Nos économies communes. Notre voiture conjugale qui allait peut-être le mener vers sa maîtresse. J'ai démarré et j'ai commencé à le suivre, gardant une distance prudente. À Lyon, avec la circulation, c'était plus facile que je ne l'avais imaginé. Thomas conduisait tranquillement, sans se douter qu'il était filé par sa propre épouse. Au début, il a pris la direction habituelle vers son bureau, côté Villeurbanne. J'ai commencé à me dire que j'étais paranoïaque, que cette S était peut-être vraiment une collègue, que les messages étaient peut-être innocents. Peut-être avais-je mal interprété. Puis, au rond-point de la rue Garibaldi, Thomas a pris à droite au lieu de continuer tout droit. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas le chemin du bureau. Je le connaissais par cœur pour l'avoir fait avec lui des centaines de fois. Il roulait maintenant vers le 7e arrondissement, dans des rues que nous ne fréquentions jamais. Des quartiers plus populaires, plus anonymes, parfaits pour cacher des secrets. J'ai continué à le suivre, me sentant de plus en plus mal à l'aise. Qu'est-ce que je faisais ? Étais-je en train de devenir une de ces femmes que je plaignais dans les romans, qui fouillent les poches et espionnent leur mari ? Était-ce vraiment moi, cette personne que je ne reconnaissais plus ? Thomas s'est garé rue de la République, devant un immeuble des années 70, sans charme particulier. Pas le genre d'endroit où il aurait des rendez-vous professionnels. J'ai trouvé une place 50 mètres plus loin et j'ai éteint le moteur. Il est descendu de voiture, a vérifié son téléphone, puis a composé un code d'entrée. Il connaissait le code. Il était déjà venu ici. Souvent, visiblement. L'immeuble a avalé mon mari et je suis resté là, dans ma voiture, à fixer cette façade banale qui abritait peut-être la destruction de ma vie conjugale. Les minutes s'égrenaient. 9h, 9h30, 10h. J'ai pensé partir. Rentrer chez moi, reprendre ma vie, faire comme si de rien n'était. Après tout, que gagnerais-je à connaître la vérité ? L'ignorance n'était-elle pas parfois plus douce que la certitude ? Mais je suis resté, cloué à mon siège par une force que je ne comprenais pas. Le besoin viscéral de savoir, de comprendre, de mettre un visage sur cette S qui hantait mes nuits. À 10h43 exactement, la porte de l'immeuble s'est ouverte. Thomas est sorti, suivi d'une jeune femme. Mon sang s'est glacé. Elle était belle, très belle. Brune, élancée, la vingtaine tout au plus. Elle portait un manteau beige élégant, des bottes en cuir, un sac à main qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. Rien à voir avec l'image sordide que je m'étais faite d'une maîtresse. Ils ne se touchaient pas, ne s'embrassaient pas. Mais il y avait entre eux cette complicité, cette intimité que je reconnaissais pour l'avoir vécue avec Thomas dans nos premières années. La façon dont il se penchait vers elle pour lui parler, dont elle riait à ses plaisanteries, dont leurs corps semblaient naturellement synchronisés. Ils ont marché jusqu'à un café au coin de la rue. J'ai attendu qu'ils s'installent en terrasse, puis je suis sorti de ma voiture. Mes jambes tremblaient.
Je me suis approchée, me cachant derrière les voitures garées, me sentant ridicule et pathétique. Je les ai observés pendant 1 heure. Thomas, mon Thomas, était transformé, souriant, gesticulant, vivant d'une façon que je ne lui connaissais plus depuis des années. Avec moi, il était devenu taciturne, prévisible. Avec elle, il redevenait l'homme dont j'étais tombée amoureuse il y a 15 ans. Cette constatation m'a fait plus mal que la trahison elle-même. Vers midi, ils se sont levés. Thomas a payé l'addition et ils ont marché ensemble vers une petite Peugeot rouge garée un peu plus loin. Elle a ouvert la portière, s'est retournée vers lui. Il a posé une main sur sa joue, un geste d'une tendresse infinie. Puis elle est montée en voiture et a démarré. Thomas est resté planté sur le trottoir à regarder la voiture s'éloigner, avec cette expression béate que je ne lui avais plus vue depuis notre lune de miel à Venise. J'ai noté le numéro de la plaque, réflexe de professeur habitué à tout mémoriser. Puis j'ai décidé de suivre la Peugeot rouge, plutôt que de rentrer sagement chez moi. La jeune femme roulait lentement, sans se presser. Elle s'est arrêtée dans une petite rue du 3e arrondissement, devant un salon de coiffure que je connaissais bien. Chez Mireille, où j'allais moi-même me faire couper les cheveux 1 fois par mois. Mon monde s'écroulait. Cette femme, cette maîtresse qui détruisait ma vie, je la connaissais. Je lui avais parlé. Nous nous étions souris poliment dans le miroir du salon. Nous avions même échangé quelques mots sur la météo, sur les embouteillages lyonnais, sur le prix des coupes de cheveux. Elle s'appelait Sophie. Sophie quelque chose. Mireille l'appelait toujours par son prénom quand elle prenait rendez-vous au téléphone. J'ai regardé Sophie descendre de voiture et entrer dans le salon, et j'ai réalisé que ma vie venait de basculer définitivement. Ce n'était plus une suspicion, plus un doute. C'était une réalité concrète, avec un visage, un prénom, une voiture rouge. J'ai démarré et j'ai roulé jusqu'à chez moi en pilotage automatique, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle. J'étais en train de vivre un cauchemar éveillé et je ne savais pas comment en sortir. C'était comme être plongé dans un rêve dont je n'arrivais pas à me réveiller. Cette nuit-là, j'ai passé des heures devant mon ordinateur à chercher des informations sur Sophie. Les réseaux sociaux sont devenus mes meilleurs alliés dans cette enquête que je n'aurais jamais imaginé mener. Sophie Leroy, 24 ans, profil Instagram soigneusement curé, avec des photos dans des restaurants chics, des voyages à Londres et Milan, des selfies dans des voitures de luxe. Tout était là, sous mes yeux. La vie parallèle de mon mari, étalée en images haute définition. Plus je scrollais, plus les pièces du puzzle se mettaient en place. Les dates des photos correspondaient au soir, où Thomas rentrait tard, prétextant des réunions ou des dîners d'affaires. Ce restaurant italien où elle avait posté une photo de risotto aux truffes le 15 octobre, Thomas m'avait dit ce soir-là qu'il dînait avec des clients japonais. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Mais le pire restait à venir. En remontant dans ses publications, j'ai trouvé ce que je redoutais le plus. Des photos récentes où Sophie posait de profil, main sur le ventre, avec ses hashtags révélateurs. 20 semaines, Jam Bonheur, Barn, Nouvelle Vie. Enceinte. Sophie était enceinte de 20 semaines. 5 mois. J'ai calculé rapidement. Conception en juillet. Exactement la période où Thomas avait commencé à être distant, où nos conversations s'étaient réduites aux questions pratiques du quotidien, où nos moments d'intimité avaient disparu sous prétexte de fatigue ou de stress au travail. Mes mains tremblaient en tenant la souris. Cette femme portait l'enfant de mon mari. L'enfant que nous n'avions jamais eu, Thomas et moi, par choix mutuel au début, puis par procrastination. Et finalement, par cette résignation silencieuse des couples qui se disent qu'il sera toujours temps plus tard. Plus tard, qui ne viendrait jamais pour nous. Le lendemain matin, j'ai appelé Mireille pour prendre rendez-vous. « Bien sûr, Claire, cet après-midi, 15h, ça vous va ? Sophie Leroy passe juste avant vous à 14h. Vous la croiserez peut-être en sortant. Vous vous connaissez, non ?» Mon sang s'est figé. Oui, nous nous connaissions. D'une certaine façon. Vaguement, ai-je répondu d'une voix que j'espérais normale. À 14h45, j'étais garée devant le salon, observant l'entrée comme une détective privée. Sophie est sortie à 14h58, cheveux fraîchement coiffés en un carré parfait, manteau ouvert sur un ventre qui commençait à s'arrondir discrètement. Je l'ai regardée marcher vers sa voiture et soudain, tous les souvenirs sont remontés. Nos conversations anodines sous le casque chez Mireille. Sa politesse, son sourire timide, la façon dont elle demandait toujours des nouvelles de mon travail au lycée.
Vous enseignez quoi déjà ? M'avait-elle demandé en septembre. Littérature française. Et vous ? Que faites-vous ? Je travaille dans le service client d'une entreprise. Rien de très passionnant. Mensonge. Même là, même dans nos échanges innocents, elle mentait. Ou peut-être que Thomas lui avait demandé de mentir. Peut-être qu'il lui avait dit que j'étais une femme jalouse, possessive, qu'il fallait éviter de me donner trop d'informations. J'ai repensé à toutes ces fois où nous nous étions retrouvés côte à côte dans les fauteuils du salon. Sophie feuilletant des magazines de mode, moi corrigeant des copies. Nous partagions le même espace, respirions le même air parfumé aux produits capillaires, et elle couchait avec mon mari. L'ironie était cruelle, presque littéraire, digne des tragédies classiques que j'enseignais à mes élèves. « Bonjour Claire. Comme d'habitude ?» m'a lancé Mireille quand je suis entrée. « Oui, merci. Sophie vient de partir, je crois ?»« Ah oui, elle est adorable cette petite. Enceinte de son premier enfant, rayonnante de bonheur. Le papa doit être aux anges. » Si elle savait. Elle a l'air heureuse, en effet. « Oh que oui !» Elle m'a dit que son compagnon la chouchoutait énormément. Il l'emmène dans des restaurants fabuleux, lui offre des bijoux, un vrai prince charmant apparemment. Chaque mot était un coup de poignard. Mon mari, mes économies, ma vie conjugale financée par 15 ans de travail commun, tout cela servait à choyer sa maîtresse enceinte. C'est merveilleux, ai-je murmuré, la gorge serrée. Pendant que Mireille s'occupait de mes cheveux, j'ai discrètement observé le fauteuil où Sophie s'était assise quelques minutes plus tôt. Il restait encore son parfum dans l'air, une fragrance florale et sophistiquée que je ne portais pas. Thomas préférait-il cette odeur à la mienne ? Trouvait-il mes parfums trop classiques, trop prévisibles ? Vous allez bien, Claire ? Vous semblez préoccupée aujourd'hui. Oh, vous savez, la rentrée scolaire, les corrections, rien de grave. Nouveau mensonge. J'apprenais moi aussi à mentir, à sourire quand j'avais envie de hurler, à faire semblant que tout allait bien quand mon monde s'effondrait. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Thomas dans le salon, allongé sur le canapé, regardant le journal télévisé. Image parfaite du mari tranquille après sa journée de travail. Si je n'avais pas su, j'aurais trouvé cette scène rassurante, normale. La routine conjugale qui m'avait bercée pendant 15 ans. « Bonsoir chérie. Ça s'est bien passé ton rendez-vous chez Mireille ?» Il me demandait cela avec un naturel désarmant, comme s'il ne savait pas que je venais de fouler le même sol que sa maîtresse enceinte. « Très bien. Tu as passé une bonne journée ?»« Oui, réunion productive avec l'équipe de Villeurbanne. » Nouveau mensonge. Si naturel qu'il en était terrifiant. Ce soir-là, allongé dans notre lit conjugal, j'ai regardé Thomas dormir et j'ai réalisé que j'étais mariée à un étranger. Cet homme qui ronflait légèrement à côté de moi, que je croyais connaître par cœur, était capable de mener une double vie avec un sang-froid extraordinaire. Pendant qu'il rêvait peut-être de Sophie et de leur futur enfant, je fixais le plafond en me demandant depuis combien de temps exactement j'avais cessé d'exister dans sa vie. Et maintenant, enceinte, du mien mari. La femme que je saluais poliment tous les mois portait l'enfant de Thomas. 3 jours. J'ai tenu 3 jours avant de craquer. 3 jours à faire semblant, à préparer ses cafés au lait matinaux, à l'embrasser mécaniquement sur la joue quand il partait au bureau, à écouter ses mensonges quotidiens sur ses prétendues réunions. 3 jours à mourir à petit feu. Le vendredi soir, quand il est rentré avec ce sourire satisfait qu'il arborait désormais en permanence, j'ai décidé que c'en était assez. J'étais en train de préparer le dîner quand les mots sont sortis tout seuls, sans préméditation. « Thomas, il faut qu'on parle. » Il a levé les yeux de son téléphone, toujours ce maudit téléphone qui monopolisait son attention. « Ah, de quoi ?» De Sophie. Le silence qui a suivi a duré une éternité. J'ai vu toutes les émotions défiler sur son visage, surprise, panique, colère, puis cette expression calculatrice que je commençais à trop bien connaître. « Sophie, je ne vois pas de qui tu parles. » Même pris en flagrant délit, il continuait à mentir. Cette capacité à nier l'évidence me stupéfiait. Sophie Leroy, 24 ans, enceinte de 5 mois. Ça te dit quelque chose maintenant ? Thomas s'est affalé sur une chaise de la cuisine, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Son visage s'est décomposé. Comment je sais ? J'ai des yeux, Thomas. Et contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas aveugle. Tes mensonges, tes sorties, ton téléphone, tu pensais vraiment que je ne remarquerais rien ? Il a passé ses mains dans ses cheveux, ce geste qu'il faisait quand il était acculé. Puis, il a éclaté en sanglots. Des vraies larmes, pas du cinéma.
Thomas pleurait rarement, mais quand ça arrivait, c'était toujours spectaculaire. Claire, je suis désolée. Tellement désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Que quoi arrive? Que tu couches avec une fille qui a la moitié de ton âge? Que tu lui fasses un enfant? Ou que je le découvre? Tout, rien de tout ça n'était prévu. Il s'est levé, a voulu s'approcher de moi, mais j'ai reculé instinctivement. Je ne supportais plus qu'il me touche. Ce n'est qu'une erreur, Claire. Une énorme erreur. Elle ne représente rien pour moi. Tu es ma femme, ma vie, mon tout. Ton tout? J'ai ri. Mais c'était un rire sans joie. Ton tout qui ne sait même pas que tu entretiens une maîtresse depuis des mois. Ton tout que tu trompes quotidiennement. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Explique-moi comment on peut coucher avec une femme pendant des mois par erreur. Explique-moi comment on peut lui faire un enfant par inadvertance. Thomas s'est remis à pleurer, de gros sanglots d'enfant pris en faute. J'étais perdue, Claire. Notre couple, on s'enlisait. On ne se parlait plus vraiment. On ne se touchait plus. J'avais l'impression d'étouffer. Donc c'est ma faute? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que je me sentais invisible à tes yeux. Tu avais tes élèves, tes livres, tes corrections. Moi, j'existais à peine dans ta vie. Et Sophie te faisait exister? Il a hoché la tête, pitoyable. Avec elle, je redevenais quelqu'un. Elle m'écoutait, elle riait à mes blagues, elle me regardait comme si j'étais important. Chaque mot était une lame qui s'enfonçait un peu plus profondément. Thomas venait de résumer 15 ans de mariage en quelques phrases assassines. Pour lui, j'étais devenue transparente, ennuyeuse, prévisible. Et l'enfant? Accident. Nous n'avons pas fait attention une fois. Elle m'a dit qu'elle prenait la pilule, mais quoi? Elle t'a piégé? Je ne sais pas. Peut-être? Ou peut-être que c'est vraiment un accident? Mon téléphone a vibré à ce moment-là. Un message d'un numéro inconnu. Il vous a parlé de moi? Je crois qu'il est temps qu'on se rencontre toutes les deux. Sophie. J'ai montré l'écran à Thomas. Son visage est devenu livide. Elle a mon numéro? Comment elle a eu mon numéro? Aucune idée. Mais apparemment, elle aussi veut des explications. Thomas s'est levé d'un bond, paniqué. Il ne faut pas que tu lui parles. Claire, s'il te plaît, elle est instable. Elle raconte n'importe quoi. Instable? 1 minute, tu me dis qu'elle te faisait sentir vivant et maintenant elle est instable. Elle s'accroche. Elle veut que je quitte tout pour elle. Elle dit qu'on va former une famille, mais moi, je ne veux pas. Je veux rester avec toi. J'ai regardé mon mari, cet homme qui avait partagé ma vie pendant 15 ans, et j'ai réalisé que je ne le connaissais pas du tout. Il était capable de manipuler 2 femmes simultanément, de leur mentir à toutes les deux, de nous faire croire à chacune que nous étions la seule. Qu'est-ce que tu lui as promis, Thomas? Rien. Enfin, au début, peut-être que j'ai dit des choses, mais c'était juste pour, tu comprends, pour la baiser plus facilement. Il a tressailli. Je ne jurais jamais d'habitude. 15 ans de mariage et il ne m'avait jamais entendu prononcer ce mot. Ce n'était pas comme ça. Mon téléphone a vibré de nouveau. Il vous a dit qu'il allait me quitter après la naissance du bébé? Ou bien il vous raconte qu'il veut rester avec vous? Il nous ment à toutes les deux. J'ai montré le message à Thomas. Cette fois, il s'est effondré complètement. Claire, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi arranger les choses. Je peux tout arrêter, je peux lui dire de disparaître. Et l'enfant? Tu comptes faire disparaître l'enfant aussi? Je ne sais pas, je paierai une pension. Mais toi et moi, on peut s'en sortir, on peut redevenir comme avant. Comme avant. Il pensait vraiment qu'on pouvait redevenir comme avant. Comme si rien ne s'était passé. Comme si je pouvais effacer d'un coup d'éponge ces mois de mensonges. Cette trahison. Cet enfant qui allait naître. Il n'y a plus de comme avant, Thomas. Si, il suffit que tu me pardonnes. J'ai regardé cet homme qui me suppliait, qui pleurait, qui me promettait monts et merveilles, et j'ai compris que notre histoire était finie. Pas à cause de Sophie, pas à cause de l'enfant, mais à cause de cette facilité déconcertante avec laquelle il manipulait la vérité. Je dois réfléchir. Claire, j'ai dit que je devais réfléchir. Cette nuit-là, Thomas a dormi sur le canapé. Et moi, j'ai passé des heures à fixer mon téléphone, à relire les messages de Sophie. Car une question me taraudait plus que toutes les autres. Était-ce vraiment juste de la traîtrise, ou Thomas avait-il planifié de construire une nouvelle vie en abandonnant l'ancienne? Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait changer définitivement ma perception de Thomas. Pendant qu'il dormait encore sur le canapé, j'ai ouvert notre ordinateur commun
et j'ai commencé à éplucher nos comptes bancaires. Si mon mari était capable de mener une double vie sentimentale, qu'est-ce qui me garantissait qu'il n'avait pas aussi mené une double vie financière? Ce que j'ai découvert a dépassé mes pires craintes. Notre compte épargne commun, celui que nous alimentions religieusement depuis 15 ans pour nos projets futurs, l'achat d'une maison plus grande, nos vacances de rêve en Toscane, ma retraite anticipée pour écrire le roman que je remettais toujours à plus tard, avait fondu comme neige au soleil. 15 000 euros. 15 000 euros avaient disparu en 5 mois. Mes mains tremblaient en parcourant les relevés. Les prélèvements étaient méticuleux, répartis sur plusieurs mois pour ne pas éveiller les soupçons. 500 euros ici, 1000 euros là, parfois 2000 d'un coup. Tous effectués depuis le compte joint auquel nous avions tous les deux accès, mais dont je ne consultais jamais les mouvements par confiance aveugle en Thomas qui gérait nos finances. J'ai imprimé tous les relevés et j'ai commencé à reconstituer le puzzle. Les virements correspondaient parfaitement aux photos Instagram de Sophie. Le restaurant gastronomique à 1000 euros la soirée, virement de 1200 euros le lendemain sur le compte de Thomas. Le sac Hermès qu'elle exhibait fièrement, retrait de 3000 euros en espèces la semaine précédente. Notre argent, nos économies, 15 ans de sacrifices et de projets communs qui servaient à entretenir sa maîtresse. Le pire restait à venir. En fouillant plus profondément, j'ai découvert qu'il avait ouvert un compte séparé à son nom uniquement. Sur ce compte, des virements réguliers de 1000 euros par mois depuis septembre, le loyer de Sophie. Thomas payait le loyer de l'appartement où il la retrouvait pour leur rendez-vous galant. Quand Thomas s'est réveillé vers 10 heures, je l'attendais dans la cuisine, les relevés bancaires étalés devant moi comme autant de preuves à charge. « Bonjour », a-t-il murmuré d'une voix penaude. « Bonjour, assieds-toi. » Il a obéi, l'air d'un condamné qui marche vers l'échafaud. 15 000 euros, Thomas. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je peux tout expliquer. Explique-moi comment on peut dépenser 15 000 euros de nos économies pour une autre femme sans que sa propre épouse s'en aperçoive. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? J'ai posé le relevé sous ses yeux. Restaurant Le Meurice, 1200 euros. Tu m'as dit ce soir-là que tu mangeais un sandwich au bureau parce que tu avais trop de travail. Silence. Bijouterie Cartier, 2800 euros. C'était pour mon anniversaire, peut-être? Non, attends, pour mon anniversaire, tu m'as offert un bouquet de fleurs du supermarché à 12 euros. Thomas a essayé de prendre ma main, mais j'ai reculé. Claire, laisse-moi t'expliquer. Explique-moi comment tu as pu utiliser notre argent, nos projets, nos rêves pour entretenir ta maîtresse. Elle était dans une situation difficile, elle ne pouvait plus payer son loyer, elle allait se retrouver à la rue. Et alors? En quoi c'était notre problème? Je ne pouvais pas la laisser tomber. Elle portait mon enfant. Notre enfant. J'ai crié et ma propre voix m'a surprise. Cet argent, c'était pour notre futur, pas pour ta petite amie de luxe. Thomas s'est mis à pleurer de nouveau. Je sais que j'ai mal agi, mais je ne savais pas comment faire autrement. Elle me faisait du chantage. Du chantage? Maintenant, c'est elle qui te faisait du chantage? Elle menaçait de tout te dire, de venir ici, de faire un scandale. Donc, tu as préféré la payer pour qu'elle se taise? Je voulais juste gagner du temps, le temps de trouver une solution. J'ai regardé cet homme pathétique qui se noyait dans ses mensonges et ses justifications, et j'ai réalisé que Thomas était encore pire que ce que j'avais imaginé. Il n'était pas seulement un mari infidèle. Il était un voleur, un manipulateur, un homme capable de voler sa propre femme pour entretenir sa maîtresse. Quelle solution, Thomas? Me ruiner jusqu'au bout? Dilapider toutes nos économies? Non, je comptais tout rembourser, dès que j'aurais trouvé le moyen de me séparer d'elle proprement. Te séparer d'elle. Mais hier, tu me disais qu'elle ne représentait rien. C'est vrai, elle ne représente rien, mais elle refuse de me lâcher. Elle dit qu'elle va garder l'enfant, qu'elle veut qu'on vive ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Thomas a évité mon regard. Au début, j'ai peut-être laissé entendre que quoi? Que j'étais malheureux dans mon mariage, que je pensais à te quitter. Le coup de grâce. Thomas n'avait pas seulement couché avec Sophie. Il lui avait fait croire qu'il allait me quitter. Il avait planifié de détruire notre mariage. Tu lui as promis de me quitter? Ce n'était pas sérieux. C'était juste pour qu'elle accepte de coucher avec moi. La vérité, enfin, crue, brutale, écœurante. Donc tu as menti à une femme pour qu'elle couche avec toi,
Tu l'as mise enceinte, tu as utilisé notre argent pour l'entretenir, et maintenant tu voudrais que je te pardonne parce que ce n'était pas sérieux? Oui? Non? Claire, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Mon téléphone a vibré. Encore Sophie. Il vous a dit qu'il payait mon loyer avec vos économies? Qu'il m'a promis qu'on achèterait une maison ensemble après votre divorce? J'ai montré le message à Thomas. Il est devenu blanc comme un linge. Elle ment. Je n'ai jamais parlé d'acheter une maison. Mais tu as bien parlé de divorce? C'était de la manipulation. Pour qu'elle quoi? Pour qu'elle tombe amoureuse, pour qu'elle porte ton enfant, pour qu'elle accepte d'être ta maîtresse à plein temps. Thomas s'est effondré sur la table, la tête dans les mains. Je suis dans la merde, Claire. Je suis dans une merde noire. Mais tu es dans la merde? Et moi, alors? Moi qui découvre que mon mari me vole, me ment, me trompe et planifie de me quitter depuis des mois? Ce n'était pas planifié. Rien n'était planifié. 15 000 €, ce n'est pas planifié? Un compte secret, ce n'est pas planifié? J'ai ramassé tous les relevés bancaires et je me suis levée. Tu as 1 heure pour faire tes valises et partir. Claire, non, s'il te plaît, on peut s'en sortir. Il n'y a plus de on, Thomas. Il n'y en a plus depuis longtemps, apparemment. Et Sophie? Et l'enfant? C'est ton problème. Tu l'as mise enceinte, tu l'as entretenue avec notre argent, tu lui as fait des promesses. Débrouille-toi avec les conséquences. Mais Claire, 1 heure, Thomas. Après, j'appelle la police pour violation de domicile. Car je venais de comprendre une chose terrible. Nous deux étions prises au piège dans la même toile d'araignée que Thomas avait tissée avec un machiavélisme dont je ne l'aurais jamais cru capable. 2 jours après le départ de Thomas, Sophie m'a envoyé un message qui a changé ma perception de toute cette histoire. Pourriez-vous me rencontrer? J'ai des choses importantes à vous dire sur Thomas. Des choses que vous devez savoir. J'ai hésité longuement. Que pouvais-je avoir à dire à cette femme qui avait détruit ma vie? Que pouvait-elle m'apprendre que je ne savais déjà? Mais la curiosité l'a emporté. Ou peut-être était-ce le besoin viscéral de comprendre comment Thomas avait réussi à nous manipuler toutes les deux. Nous nous sommes donné rendez-vous au café de la place Bellecour, terrain neutre loin de nos habitudes respectives. Quand je l'ai vu arriver, j'ai été frappée par sa fragilité. Sophie semblait plus jeune encore qu'en photo, avec cette vulnérabilité des femmes enceintes qui portent un secret trop lourd pour elles. « Merci d'être venue », m'a-t-elle dit en s'asseyant face à moi. Je ne sais pas pourquoi je suis là, pour être honnête. Parce que nous sommes toutes les deux victimes du même homme. Cette phrase m'a surprise. Je m'attendais à des reproches, à des justifications, peut-être même à des menaces. Pas à cette solidarité inattendue. « Victime, vous êtes celle qui a couché avec mon mari. Votre mari m'a dit que vous étiez séparés depuis 2 ans, qu'il ne portait plus son alliance que par habitude, qu'il dormait dans la chambre d'amis, qu'il attendait juste le bon moment pour officialiser le divorce. » J'ai encaissé le choc. Thomas lui avait construit un mensonge parfait. Nous n'étions pas séparés. Nous dormions dans le même lit. Il portait son alliance par amour, pas par habitude. Sophie a baissé les yeux, ses mains caressant instinctivement son ventre arrondi. Je m'en doutais. Ces dernières semaines, certaines choses ne collaient plus. Comme quoi, il ne pouvait jamais rester dormir chez moi. Jamais un week-end entier. Jamais les jours fériés. Il disait que c'était à cause de son travail, mais c'était à cause de moi. Oui. Et quand je lui parlais de chercher un appartement plus grand pour nous 3, il trouvait toujours des excuses pour reporter. Nous sommes restées silencieuses un moment, chacune digérant les mensonges de Thomas. « Il vous a dit qu'il m'aimait ?» ai-je demandé. Au début, oui. Il disait que j'étais celle qu'il attendait depuis toujours, que vous étiez devenus des étrangers, que votre mariage était mort depuis longtemps. Chaque révélation était une gifle supplémentaire. Et maintenant, il panique. Depuis que vous avez découvert notre liaison, il a changé de discours. Il me dit que vous êtes sa priorité, que notre relation était une erreur, qu'il faut qu'on arrête tout. Même pour l'enfant? Sophie a eu un sourire amer. Surtout pour l'enfant. Il me propose de l'argent pour que je n'ai pas ce bébé. L'horreur de la situation m'a frappée de plein fouet. Thomas était prêt à tout pour sauver sa peau. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux garder cet enfant. C'est le mien, même si son père est un lâche. Mais je ne veux plus de Thomas. Plus après ce qu'il m'a fait. Plus après avoir découvert qu'il nous mentait à toutes les deux. Il vous a donné de l'argent? Beaucoup. Pour l'appartement, pour les vêtements, pour les frais médicaux. Il disait que c'était normal, qu'il devait prendre soin de moi et du bébé. Cet argent venait de nos économies communes. Sophie a pâli. Je ne savais pas. Il me disait que c'était ses primes,
Ces heures supplémentaires. Tout était faux, Sophie. Tout. Elle s'est mise à pleurer doucement. J'ai 24 ans. Je travaille. Enfin, je travaillais comme escorte de luxe. Je ne suis pas fière de ça, mais ça payait mes études et mon appartement. Quand j'ai rencontré Thomas, j'ai cru que j'allais pouvoir arrêter, qu'il allait m'offrir une vraie vie. Cette révélation ne m'a pas choquée. Au point où j'en étais, plus rien ne pouvait me surprendre. Il savait? Pour votre travail? C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il était client au début, puis il a commencé à me voir en dehors des rendez-vous. Il disait qu'il était tombé amoureux. Le puzzle se reconstituait. Thomas payait Sophie pour ses services, puis s'était persuadé qu'il l'aimait. Ou peut-être avait-il simplement trouvé plus pratique de la transformer en maîtresse attitrée plutôt que de payer à chaque fois. Maintenant que vous savez tout, qu'est-ce que vous comptez faire? Lui ai-je demandé. Élever mon enfant seul, reprendre mes études, reconstruire ma vie sans Thomas. Et vous? Divorcer, récupérer ce qui reste de nos économies, essayer d'oublier 15 ans de mensonges. Nous nous sommes regardés, deux femmes que tout aurait dû opposer, réunies par la même trahison. Il nous a joués l'une contre l'autre, a murmuré Sophie, pendant des mois. Vous savez ce qui me fait le plus mal? Quoi? C'est que je commençais vraiment à l'aimer, malgré tout, malgré la façon dont on s'était rencontrés. Je croyais qu'avec lui, j'allais enfin avoir une vie normale. J'ai compris à cet instant que Sophie et moi étions plus semblables que je ne l'avais imaginé. Nous avions toutes les deux cru aux mensonges de Thomas. Nous avions toutes les deux été manipulées par ses promesses d'amour et de bonheur. On s'en sortira, lui ai-je dit. Toutes les deux. Vous croyez? J'en suis sûre. Nous sommes plus fortes que lui. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Ma colère contre Sophie s'était transformée en une forme de respect. Cette jeune femme qui portait l'enfant de mon ex-mari avait eu le courage de me rencontrer, de me dire la vérité, de reconnaître ses erreurs. Elle était peut-être la seule personne dans cette histoire à avoir fait preuve d'honnêteté. Il était temps que Thomas affronte les deux femmes qu'il avait tenté de contrôler. Une semaine plus tard, Sophie et moi avons organisé une rencontre que Thomas n'oubliera jamais. Nous lui avons donné rendez-vous dans l'appartement qu'il payait pour elle, celui qu'il avait financé avec nos économies communes. Il était temps que toute la vérité éclate, une bonne fois pour toutes. Thomas est arrivé à l'heure convenue, visiblement nerveux. Quand il nous a vues toutes les deux assises côte à côte sur le canapé qu'il avait acheté, son visage s'est décomposé. Pourquoi vous êtes ensemble? Assieds-toi, Thomas, ai-je dit calmement. Il faut qu'on parle, toutes les trois. Claire, je peux tout expliquer. Tu as déjà assez expliqué. Maintenant, tu vas écouter. Sophie a pris la parole la première, sa main posée protectivement sur son ventre de 6 mois. Thomas, Claire sait tout. Pour l'argent, pour tes mensonges, pour tes promesses. Elle sait que tu m'as dit que vous étiez séparés. Sophie, Laisse-moi finir. Elle sait aussi que tu me paies maintenant pour que j'avorte. Thomas a essayé de protester, mais j'ai enchaîné. Et moi, je sais que tu as dilapidé 15 000 € de nos économies pour l'entretenir, que tu lui as promis de me quitter, que tu nous as menti à toutes les deux pendant des mois. Écoutez, je sais que j'ai mal agi, mais... Mal agi? Sophie a ri amèrement. Tu appelles ça mal agir? Tu as détruit 2 vies, Thomas. Ce n'était pas volontaire, je me suis laissé dépasser par les événements. Dépasser? Ma voix est montée d'un cran. 15 000 €, ce n'est pas se laisser dépasser, c'est voler. Thomas s'est levé, a commencé à faire les 100 pas dans le petit salon. Vous ne comprenez pas? J'étais coincée. Sophie menaçait de tout dire si je ne l'aidais pas. Et toi, Claire, tu ne me regardais plus. Notre mariage était mort. Notre mariage était mort? J'ai explosé. Ou bien c'est toi qui l'as tué à petit feu avec tes mensonges? Tu t'étais enfermée dans ton travail. Tu ne me parlais plus, Arrête. Sophie s'est levée à son tour. Arrête de nous culpabiliser. Tu es un homme adulte. Personne ne t'a forcé à coucher avec moi. Personne ne t'a forcé à voler ta femme. Je voulais juste me sentir vivant. Avec Claire, j'avais l'impression d'être invisible. Avec toi, Sophie, j'existais de nouveau. Et maintenant, ai-je demandé, maintenant que tout s'écroule, qu'est-ce que tu ressens? Thomas s'est effondré dans un fauteuil, la tête entre les mains. Je suis perdue. Je vous ai perdues toutes les deux. Tu ne nous as pas perdus, Thomas, a dit Sophie doucement. Tu nous as trahis. C'est différent. Qu'est-ce que vous voulez? Que je me mette à genoux? Que je vous supplie? Nous voulons que tu assumes tes responsabilités,
ai-je répondu. Sophie va garder cet enfant. Tu vas payer une pension alimentaire décente, prélevée directement sur ton salaire. Tu ne tenteras plus jamais de la convaincre d'avorter. Et nous divorçons, ai-je continué. Tu me rembourses les 15 000 € que tu as volés, plus les intérêts, et tu disparais de ma vie. Claire, nous avons 15 ans d'histoire, 15 ans de mensonges. Je ne veux plus jamais te revoir. Thomas a tenté une dernière manipulation. Vous vous ligotez contre moi, mais c'est vous qui m'avez poussé à ça. Claire, tu t'es accommodée dans notre mariage, et toi, Sophie, tu m'as séduit. Le silence qui a suivi était glacial. Sophie et moi nous sommes regardés, et j'ai vu dans ses yeux la même écœurement que je ressentais. Au revoir Thomas, ai-je dit en me levant. Mon avocat te contactera. Moi aussi, a ajouté Sophie, pour la pension alimentaire. Nous avons quitté l'appartement ensemble, laissant Thomas seul avec ses remords et ses justifications pathétiques. 6 mois plus tard, Sophie a donné naissance à une petite fille qu'elle a appelée Emma. Je ne l'ai su que par hasard, en croisant Mireille chez le coiffeur. Thomas paye scrupuleusement sa pension alimentaire. Nos avocats s'en assurent, mais il n'a jamais demandé à voir sa fille. De mon côté, j'ai divorcé rapidement. J'ai récupéré la moitié de ce qui restait de nos biens communs et j'ai déménagé dans un petit appartement près des Halles de Lyon. Plus petit que l'ancien, mais plus lumineux. Plus moi. J'ai repris ma vie en main. J'ai voyagé cet été, la Toscane que nous avions tant rêvé, Thomas et moi. Seul, mais libre. J'ai commencé à écrire ce roman que je reportais depuis des années. L'histoire d'une femme qui découvre sa force après avoir tout perdu. Sophie et moi nous croisons parfois dans le quartier. Nous nous saluons poliment avec cette complicité particulière de 2 femmes qui ont survécu à la même tempête. Elle termine ses études d'infirmière tout en élevant Emma. Elle rayonne d'une façon que je ne lui avais jamais vue du temps où elle était avec Thomas. Parfois, je pense à mon ex-mari. J'ai appris par des connaissances communes qu'il vit seul, qu'il a du mal à reconstruire sa vie. Je ne ressens ni satisfaction ni pitié, juste de l'indifférence. Car j'ai compris quelque chose d'essentiel. Thomas ne nous a pas détruites. Il nous a révélées. À travers cette épreuve, j'ai découvert une force que je ne me connaissais pas. J'ai appris que l'amour de soi est plus important que l'amour des autres, que la solitude choisie vaut mieux que la compagnie subie. Aujourd'hui, à 40 ans, je recommence ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte de voir ce que demain me réserve. Car parfois, perdre tout est le début de se trouver vraiment. La trahison de Thomas ne m'a pas brisée. Elle m'a libérée. Racontez-nous dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.